Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'actualité de la formation professionnelle ICPF et vous, réalisé pour effectuer votre veille et vous tenir informés, notamment pour préparer l'année 2026. Je vais vous poser une première question avant de rentrer dans la présentation des intervenants, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Je vous invite à passer directement par le chat pour formuler vos retours. Alors, bonjour à tous. Alors, Virginie indique qu'il y a un écho. Ouais, il y a de l'écho. Alors, il faudrait qu'on arrive à couper nos micros chacun notre tour en fonction des Non, prises non, de mais mon parole. micro était fermé, donc tu dois avoir un autre micro ouvert. Non, il était. Ouais, là, il est fermé ton micro, François. Je viens de le couper et là, je crois qu'on n'a plus l'écho. De votre côté, comment vous nous entendez cette fois-ci? Ok, plus d'écho. Ok, super. Merci pour, vos retours. Donc on a pu, ajuster, au niveau de l'audio. Donc je vous invite à nous signaler si, vous constatez que l'écho revient. Merci pour vos retours. On passe donc à la suite, du support, notamment sur la présentation des 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Donc, nos participants, fidèles doivent avoir l'habitude de les voir, chaque semaine. 4 gestes. Le premier, de couper votre téléphone pour éviter de vous perturber en termes de compréhension, d'avoir notamment des notifications ou des sonneries. Le deuxième geste va de pair avec, le troisième qui consiste à l'utilisation, de l'outil chat et de l'outil questions. Donc l'outil, chat, vous l'utilisez déjà dès maintenant pour, nous faire part de vos retours, répondre à nos questions. Il est aussi prévu pour interagir entre participants et l'autre onglet, donc l'onglet des questions, cette fois-ci à utiliser, pour, nous poser vos questions, hein, comme son nom l'indique et fonctionnalité intéressante pour vous, vous avez la possibilité de voter pour la ou les questions qui vous intéressent le plus, ce qui nous permet aussi de notre côté de pouvoir apporter des réponses, en fonction du nombre de votes qui sont apportés. Et enfin, le quatrième et dernier geste, la concentration. Donc concentration sur la voix des intervenants et aussi le support de présentation, que vous aurez la possibilité de retrouver à la fin de la présentation, et qui vous permettra d'avoir une compréhension la plus complète possible jusqu'à la fin. Alors, je suis présent aujourd'hui, comme on a à mon habitude avec, François et François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors, je suis donc le président de ICPF et d'ActiveCert, donc deux organismes de certification. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec cette nouvelle installation pour les webinaires que nous ne maîtrisons pas encore complètement, mais c'est en cours. Les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. Je m'y consacre depuis plus de 20 ans. Et on va échanger aujourd'hui sur un format je dirais, interactif et j'en suis très heureux. Et je rends la parole à Thomas. Merci François. Donc pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication au sein de ICPF depuis un peu plus de 4 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise de l'écosystème de la formation professionnelle qui vous facilite aussi votre expérience, votre avancée en certification qualité. Et je suis également heureux de pouvoir organiser cet événement qui s'oriente davantage dans l'interaction puisqu'on a un nombre de slides qui va être plus réduit que sur d'autres thématiques et qui s'orientera davantage sur vos préoccupations, les questions que vous vous posez au quotidien dans le cadre de votre activité de formation. Donc, première question ouverte sur vos attentes de ce webinaire. Qu'attendez-vous de ce webinaire? Je vous invite à passer directement par le chat pour nous formuler vos attentes et l'objectif sera ensuite qu'on y réponde de manière plus précise à la suite de la présentation. Alors, je vois de nombreuses personnes qui sont en train d'écrire. On va vous laisser le temps de formuler votre attente. Une question en parallèle de Florence qui demande si il y aura un replay à ce webinaire. La réponse est oui. Replay que vous pourrez retrouver à la fin de la diffusion. Donc, vous allez recevoir un email qui vous renvoie vers un questionnaire de satisfaction
et dans ces questionnaires, à la fin, vous avez un lien pour accéder au replay avec le support. Alors, une autre Florence dans les participantes, concernant, les innovations, les outils pédagogiques innovants, un webinaire sur le CPF en 2026, oui, on peut le prévoir. Hem, les financements CPF et le bilan de compétences, alors on a prévu, d'en parler sur, le fait que cette, catégorie d'action est maintenue au financement. Marie-Anne souhaite avoir des informations sur l'évolution de la qualification des auditeurs, puisqu'en effet, il est sujet, de qualifier les auditeurs, sur une certification, qui leur permettrait de pouvoir exercer l'audit Qualiopi. Marie qui souhaite avoir des informations sur les audits Qualiopi pour des formations en intra et je vais prendre une autre attente. Nouveauté attendue par rapport au référentiel, et audit de renouvellement. Merci pour ces retours. On va pouvoir, poursuivre sur, la présentation. Peut-être, François, un commentaire sur ces premières préoccupations qu'on a récoltées? Eh bien, je suis comme toi, Thomas, hein, je lis à la vitesse de l'éclair et mon cerveau s'efforce de faire une synthèse. Bon, je dirais, il y a le premier thème, les évolutions pour 2026. Voilà. Deuxième thème, effectivement, les audits de surveillance et de renouvellement. Troisième thème, le bilan de compétences et surtout le financement en CPF. Et le quatrième, je ne l'ai pas trop vu, mais c'est toi qui l'as vu, alors des interrogations sur les déclarations de sous-traitance vis-à-vis de la Caisse des dépôts. Oui, tout à fait. C'était, en amont de ce webinaire, j'ai pu récolter des préoccupations de la dernière session qu'on a fait il y a 3 mois et donc on voit qu'il y a un écho aussi avec les préoccupations actuelles, heu, entre les 2. Donc pour, vous présenter le plan de cette, présentation, ça va se dérouler en 4 moments. 1re partie dédiée à la présentation de ICPF, notamment pour, les, personnes qui ne nous connaissent pas aujourd'hui. Deuxième partie sur le contexte actuel en formation, où en sommes-nous en termes d'organisme, et par rapport à la certification Qualiopi? Troisième point sur les évolutions à venir et enfin, quatrième point sur les questions et les réponses. Mais vous l'aurez compris, cette, thématique est davantage portée sur l'interaction, donc on aura davantage l'opportunité d'interagir avant d'arriver à ce quatrième temps, de questions-réponses. Alors pour, te rendre la parole, François, où en sommes-nous aujourd'hui, chez ICPF? Alors, 2025 a été une année de progrès. On a progressé sur le nombre de certificats Qualiopi, puisque les certifiés Qualiopi par ICPF représentent aujourd'hui plus de 15% des certifiés Qualiopi en France. Donc ça, c'est un jalon important qui montre la confiance que le marché nous témoigne, et j'en suis très fier. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on a maintenant une version 4 de la plateforme. C'est cette plateforme qui permet à nos clients, qui vous permet de gérer les relations et les implications liées à votre certification Qualiopi. Cette plateforme aujourd'hui est en voie d'amélioration et on se concentre aujourd'hui sur l'amélioration de la qualité quand vous avez un besoin important ou un problème important. Alors, un problème important, ça peut être un problème avec un auditeur, ça peut être un problème de planning. Et donc là, on va s'efforcer de pouvoir être plus réactif quand cette demande exceptionnelle se présente, puisque là, on avait constaté que quelquefois, on ne se mobilisait pas pour
votre satisfaction sur le meilleur timing et avec la meilleure efficacité. On met un peu de temps à réagir. Donc là, 2025, on s'est concentré à améliorer cette réactivité-là dans les cas exceptionnels et on va continuer à le faire. Ensuite, on a une compétence technique. Alors, je comprends pourquoi on a mis performance commerciale. Il y aura un défaut dans le slide, parce que c'est le focus sur la compétence technique, donc sur la compétence par rapport à la qualité. Alors, ça tient en plusieurs raisons. La première, c'est que nous, les CPF et ActiveCert, on est dédié à la qualité de la formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas un généraliste, on ne fait pas d'autres certifications que celles, on agit exclusivement sur le champ de la formation professionnelle. Donc ça, ce qui fait que lié au fait qu'on a aujourd'hui plus de 21 auditeurs salariés, il y a en interne une compétence technique sur la qualité de la formation très importante. Voilà. Et puis enfin, aujourd'hui, comme je le disais en introduction, le fait d'avoir 8000 certifiés, c'est un point très important et c'est ce qui nous permet d'avoir une expérience unique aujourd'hui dans le monde de la qualité de la formation et d'être extrêmement pertinent quand on va interagir avec vous sur la qualité de la formation. Alors, François, tu as commencé à en parler. On a une vision sur les aspects points forts et axes d'amélioration côté CPF. En détail, quelle vision on peut avoir sur les motifs de satisfaction principaux de nos clients? Les motifs de satisfaction aujourd'hui, c'est le fait, ce qui était exceptionnel dans la certification qualité, le fait qu'on soit adapté à les demandes particulières de nos clients, en particulier le fait de venir dans nos locaux pour faire les audits. Aujourd'hui, on réalise entre 3 à 5 audits par jour dans nos locaux d'ICPF. Et ça, c'était une demande. Et aujourd'hui, c'est un motif de satisfaction. Ceux qui viennent sont contents de venir nous voir, de nous rencontrer, de voir comment ça se passe dans un organisme de certification. Donc ça, c'est un point de satisfaction. L'autre point, c'est la qualité, je dirais, des échanges. La qualité ICPF est perçue comme étant de bon commerce. Alors, c'est à relativiser. C'est sûr qu'on est toujours de bon commerce, mais avec peut-être un peu plus de virulence quand il y a des factures impayées. Donc ça, c'est quelques cas où vous pouvez trouver ça et là des avis négatifs. Il est clair qu'on ne vend pas, on vend une prestation qui n'est pas une prestation de loisir, ce n'est pas un bien de consommation. Donc le client est engagé, voilà, et donc il est important qu'il tienne ses engagements. Et donc c'est pas être certifié, c'est pas avoir un abonnement téléphonique mobile chez Free où on peut s'en aller quand on veut. Donc, il faut mettre des formes, il faut respecter certains délais. Donc ça, c'est ce que certains clients ont du mal à accepter dans certains cas. Donc, on s'efforce de leur faire comprendre en prenant l'insatisfaction dès qu'elle se produit. C'est là où on peut avoir plus de réactivité. Alors, donc ça, c'est ce que j'appellerais la rapidité de traitement, c'est-à-dire qu'une insatisfaction doit être traitée très rapidement pour qu'il y ait une explication qui permette de désamorcer la situation, de faire comprendre les faits qui sont à l'origine de la frustration. Ensuite, un retour, c'est la qualité des auditeurs et aussi des planeurs, des commerciaux. Là, on a des retours, si vous regardez sur les avis Google, on a des retours qui sont parfois nominatifs, les prénoms des commerciaux ou les prénoms des auditeurs, les noms des auditeurs sont cités. Donc là, on a d'excellents retours et les enquêtes de satisfaction le montrent sur la qualité des auditeurs, qui est une préoccupation majeure pour les clients, c'est la qualité de l'auditeur. Qualité de l'audit, qualité de l'auditeur, un audit qui est ouvert, un auditeur qui est ouvert, un auditeur qui ne se pose pas en juge, en gendarme,
un logiciel qui ne se laisse pas guider par ses doutes ou ses soupçons. C'est ce que vous attendez et c'est ce que nous vous devons. Et aujourd'hui, bon, il y a une reconnaissance forte de votre part sur ces points-là. Après, on a une offre étendue. Alors, par rapport à nos confrères, on a 16 offres dans le domaine Calliope et ISO. Et donc ça, malgré cette, cette offre très étendue qui permet de répondre à des attentes précises, là aussi, vos retours montrent que vous comprenez clairement notre offre. Et ça, c'est très important pour nous. On fait un gros effort de monter en compétence de toutes les équipes sur les offres, même les développeurs, même ceux que les collaborateurs que vous ne verrez jamais, doivent être qualifiés sur les offres à ICPF. Enfin, il y a l'utilisation de la plateforme Noé. Donc là, c'est parfois amusant parce que certains de nos confrères comment dire, voudraient avoir la même plateforme. Donc nous, c'est un investissement considérable. C'est pas fini, il y a encore du travail. Mais aujourd'hui, cette plateforme, pour la grande majorité d'entre vous, c'est un facteur de satisfaction. Ça permet de suivre à distance, ça permet de se renseigner sans avoir besoin de passer par le téléphone et d'éviter des mails superfétatoires. Et donc, ça vous donne une vision claire de ce que vous avez à faire pour maintenir la certification. Alors en face, on retrouve aussi des points améliorés que tu, as commencé à aborder, François, notamment sur, l'aspect, règlement. Quels sont les autres points, qu'on identifie? Alors, on a quatre points sur lesquels on travaille. Donc, il y en a un que j'ai évoqué, c'est la qualité des réponses. Il est clair qu'aujourd'hui, mais vous le savez aussi parce que vous avez des clients, on est dans un domaine multicanal. Donc la communication arrive par le téléphone, elle arrive par WhatsApp, elle arrive par le téléphone portable, elle arrive par le téléphone fixe. Il y a des mails, il y a des messages WhatsApp, il y a des messages Facebook, il y a des messages LinkedIn. Il y a une infinité de canaux de communication et plus les canaux Noé. Donc nous, on s'efforce dans les phases commerciales de traiter tous les flux entrants. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a, on a un travail à faire sur la qualité des réponses quand la demande est exceptionnelle, elle est complexe. C'est-à-dire si on voit que parfois on manque de réactivité pour quand vous présentez une problématique qui, de notre point de vue, hein, pas du vôtre, est complexe. De votre point de vue, elle est aiguë. De notre point de vue, elle est complexe et c'est vrai que certains collaborateurs parfois bon, n'ont pas la compétence pour évaluer l'importance de votre réponse, ne comprennent pas ce que vous avez voulu dire, et donc là, ils vont répondre à côté. Et donc là, aujourd'hui, c'est un travail sur lequel quand on est en train de mener de manière à identifier, avoir des personnes qui analysent les questions que vous posez, les demandes que vous avez et les réponses. On va renforcer ce fait-là et d'avoir un système de suivi des demandes qui sortent du parcours. Par exemple, vous, vous voulez vous lancer dans une certification ISO, et donc là, c'est une demande que vous avez, ça passe par le support. Et après, en fait, le support ne comprend pas la question et vous indique, je dirais, qu'est-ce qu'il faut faire en théorie pour vous lancer dans une démarche ISO. Et non pas de. Alors que vous, en fait, ce que vous voulez faire, c'est faire une demande. Donc, le support ne vous oriente pas vers le fait de faire une demande, ne vous oriente pas vers le commercial qui pourra vous aider à faire cette demande. Alors oui, un autre point aussi, c'est qu'on est nombreux. On est l'équipe la plus importante. De ce fait, on a des problèmes que les autres n'ont pas. Nos confrères n'ont pas, c'est-à-dire que parfois, c'est 1, 2, 3, 4 interlocuteurs qui vont traiter la même demande. Et donc là aussi, il est apparu qu'il fallait continuer nos efforts pour harmoniser la qualité des réponses. Alors, il y a aussi, sur le problème des règlements, alors, nous, on a entamé un travail depuis 5 ans pour faire en sorte que vous passiez tous
sur le prélèvement, sachant que ça a présenté des garanties pour nous et pour vous. L'avantage, c'est pas d'interruption de la certification pour des problèmes de paiement, parce que les paiements sont prélevés au fur et à mesure. Pas de relance. Ça aussi, c'est important, parce que bon, on a quand même 3 personnes qui font de la relance en permanence. Donc là, le fait que tout le monde ait un prélèvement, bah, ça nous permet d'économiser sur ce poste-là et de mettre plus de moyens sur, je dirais, la qualité de la technique, la qualité de l'audit. Voilà. Et là-dessus, donc, on fait un travail aussi avec certaines conditions de règlement spécifiques auxquelles on n'était pas encore complètement adapté. Par exemple, le mode de paiement des administrations via Chorus. Voilà, donc là, on est en train de progresser sur ce plan-là. On présente, donc là, on est en train de faire un module pour gérer les commandes des administrations sur Chorus. Et aussi, on a fait le pass Serenity et le pass Group pour qu'il y ait des forfaits tout compris, y compris des frais variables. On a tout forfaitisé pour que certains d'entre vous qui veulent faire le moins de gestion possible ne reçoivent plus de petites factures à 30, 60 euros qui viennent vous faire perdre du temps et qui, donc là, ces petites factures sont supprimées par le pass groupe ou par le pass Serenity. Alors, on va avancer sur le sujet de la présentation avant de passer aux différents sujets d'actualité qu'on souhaite vous présenter, sur lesquels vous avez des attentes, notamment l'ESG de la qualité, qui permet de vous situer dans votre démarche par rapport à un référentiel. Aujourd'hui, François, quelles sont les marches essentielles pour s'épanouir en formation? Alors, je vais l'aborder sous l'angle de l'actualité, hein, et pour faire un update, parce que certains d'entre vous avez certainement vu déjà plusieurs fois ce schéma. Alors, il y a de plus en plus de professionnels qui s'engagent dans la formation. Malgré une année 2025, je dirais, périlleuse, une année où on a voulu, on n'a pas encore fait, mais on a voulu réduire les dépenses, le secteur de la formation attire toujours autant. Certaines personnes se réveillent, ils comprennent l'opportunité que représente Calliope, et donc on a de plus en plus de personnes qui veulent avoir le statut, et par conséquence, on a battu en 2025, une fois de plus, tous les records en matière de numéro de déclaration d'activité, puisqu'on est à 150 000. Donc, plus que jamais, et je le dis maintenant depuis 20 ans, plus que jamais, il n'y a pas le mythe de la disparition de petits formateurs indépendants est un mythe, puisqu'il y en a de plus en plus. Donc ça, c'est la première marche. Plus de 150 000 NDA sont attribués, sont actifs en 2025. Deuxième marche, la certification Calliope, donc qui est aujourd'hui concrètement et en réalité, c'est le seul signe de qualité qui soit. Le NDA tout seul ne sert à rien. Donc le NDA, on voit que c'est un jalon dans la démarche qualité, c'est un jalon dans la professionnalisation, dans l'entreprise, dans la création d'une entreprise de formation, mais l'objectif, le jalon essentiel, le jalon qui a de la valeur, c'est la certification Calliope. Donc là, une progression en 2025 à date de plus de 7%. Il y a plus de 7%. Alors, il y a des sorties. Nous, par exemple, c'est 8% des certificats Calliope par an, depuis 2 ans, 3 ans, qui arrêtent Calliope. C'est quand même considérable. Mais ces sorties sont compensées par des entrées. Et donc, la différence entre les entrées et les sorties dans Calliope, c'est plus 7% en faveur des entrées. Ensuite, vous avez cette troisième marche qui est, comment dire, très médiatique depuis le début, de par la nouveauté qui consiste à donner aux salariés français un droit à la formation financée, donc un compte de formation, un ticket restaurant de la formation. Donc ça, c'est nouveau et on a fait confiance aux collaborateurs, voilà, et aux salariés. Et d'autre part, le fait que ça mobilise toute une démarche où les
les organismes de formation ou certains professionnels deviennent des certificateurs de compétences référencés sur le répertoire de France Compétences. Et donc là, il y a un marché qui s'organise et qui a continué à progresser en 2026 et qui reste attractif, même si les conditions, les exigences augmentent. En particulier, par exemple, les exigences vis-à-vis de la sous-traitance. Après, vous avez la 4e et la 5e marche, qui concernent bien évidemment ceux qui ont Calliope, qui concernent bien évidemment ceux qui ont le CPF, enfin ceux qui sont présents sur ce marché du CPF ou qui ont décidé de ne pas l'être. Et donc là, c'est mise en avant du professionnalisme, le mien en tant qu'intervenant, celui de mes intervenants, avec la certification ICPF Pro, et la 5e marche pour ceux qui veulent se lancer à l'international, qui veulent travailler avec des grands groupes, ou alors, je dirais, augmenter la performance de son système de management, c'est l'ISO 9000 ou l'ISO 21000. Donc là, vous avez aujourd'hui le champ est libre pour le développement de la certification pro et de la certification ISO 9001. Pourquoi le champ est libre? Parce que ceux qui sont Calliope le sont depuis longtemps. Ils maîtrisent aujourd'hui la conformité par rapport à Calliope. Et donc, il est temps de se fixer de nouveaux défis pour se distinguer sur ce marché de la formation. Et je réponds à Cécile Julien. Alors, le NDA, alors, le NDA, en fait, effectivement, on peut. Alors, on ne va pas dire que peut servir, c'est-à-dire que certains utilisent le numéro de déclaration d'activité pour faire de la formation en entreprise sans demander de prise en charge OPCO. C'est une conception du NDA. Après, très vite, une personne qui va exercer son activité va se rendre compte qu'il faut avoir Calliope. Le NDA est obligatoire si la. Alors, il y a un flou hein, sur ce point-là, ce n'est pas complètement clair, même moi, au bout de 30 ans, je ne suis pas complètement sûr de moi, mais ce qui est certain, c'est que dès que vous touchez directement ou indirectement des financements publics, c'est-à-dire que dès que vous intervenez dans une formation qui est financée, que vous soyez le prestataire ou le sous-traitant, vous devez avoir un NDA, les deux. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que quand on fait de la formation sans demander de financement, il faut un NDA? Ça, c'est moins sûr pour moi. Je n'ai jamais vu de contrôle. Et je ne pense pas que les formateurs font ça parce qu'il y a une obligation. Les formateurs font ça parce que, quoi qu'on en dise, quoi que l'État ait pu faire, le NDA reste un signe de reconnaissance, reste un signe de qualité utilisé par le formateur pour dire j'ai un NDA, je suis un formateur professionnel, j'ai un organisme, je suis un formateur professionnel. Et là, c'est une réminiscence de la situation d'il y a presque 10 ans, où le NDA était le seul signe de qualité qui existait sur le marché. Ce n'était pas un signe de qualité officiel, c'était même interdit d'utiliser, ça l'est toujours, mais c'était utilisé de manière informelle parce que il y avait un amalgame entre ce signe-là et le fait qu'on pouvait accéder au financement public avec uniquement le NDA. Donc ça, c'est... alors évidemment, ce que je dis là, c'est... Je ne donne pas une version qui est présentée par les textes. Ce n'est pas du tout la version, je dirais, le ministère du Travail, la DGEFP, les OPCO ne voient pas ça du tout comme ça. Force est de constater que le marché le voit comme ça, le NDA reste un... Alors, Suzanne Villebois, oui, c'est obligatoire. Alors, ce n'est pas vous qui allez avoir l'amende, mais c'est votre OF. Votre OF risque une amende de 4 200 €. Alors, on a la question aussi de Marianne, mais je pense que tu y as répondu indirectement. Un NDA peut-il servir à faire de la formation d'entreprise, mais sans prise en charge OPCO ou autre? Bah, oui, enfin, je pense qu'il a répondu, mais je vais être plus précis. En fait, si vous faites de la formation
sans financement, l'entreprise vous paye. La probabilité que vous ayez des problèmes parce que vous n'avez pas de NDA est extrêmement faible. Il n'y a pas de contrôle. Il y a déjà peu de contrôle, mais il n'y a pas de contrôle de l'activité de formation sans financement. Voilà. En revanche, si la formation, et vous ne le savez pas toujours d'ailleurs en tant que sous-traitant ou intervenant, vous ne savez pas toujours si l'entreprise cliente a fait financer la formation ou pas. En revanche, si en tant qu'organisme de formation, vous avez en tant qu'organisme de formation, vous ne pouvez pas avoir la demande de financement, mais si vous avez vous n'obtiendrez pas le financement. Mais il se trouve que l'entreprise peut faire financer la formation, alors que, et donc là, elle va vous demander le NDA. Mais si elle ne vous le demande pas et qu'elle vous paye, le fait d'avoir un NDA ne va pas changer grand-chose. Alors après, dans certains cas, pour certaines entreprises, ça reste ce que je vous dis, un signe de qualité, donc c'est un moyen de sélection. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous faire travailler si vous n'avez pas de NDA. Donc c'est plutôt l'entreprise qui vous oblige à avoir le NDA et qui ne va pas demander de financement, parce qu'elle n'a pas de budget, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle n'a pas le temps. Mais, alors, en interprétant les textes, on pourrait dire oui, le NDA reste obligatoire, mais c'est une interprétation. Alors, je ne dis pas que moi, je pense qu'il faut avoir le NDA, hein, de mon point de vue. Mais je ne vois pas de contrôle sur le fait, je n'ai jamais vu un contrôle sur un organisme de formation qui fait de la formation et qui n'a pas de NDA, formation non financée. Et une autre question de Marie qui porte sur le contenu de cette slide. Le dépôt de certification professionnelle auprès de France Compétences n'est-il pas un enjeu 2026 pour les organismes de formation? Alors, je ne le présenterai pas comme ça. D'abord, ça fait un moment que c'est un enjeu. Pour moi, le vrai enjeu, c'est de dire il y a le métier de certificateur tel que France Compétences le présente de manière de plus en plus claire. C'est-à-dire qu'en fait, France Compétences, les différents collaborateurs experts commencent à comprendre ce qu'ils ont inventé et ils commencent à comprendre que la certification des compétences, c'est un métier. Et donc, ils présentent des exigences, ils sont en train de tracer les contours de ce métier de la certification de compétences. Ce métier de la certification de compétences existe depuis des années. Dans l'informatique, vous avez les certifications Microsoft, vous avez les certifications Adobe, les Américains, des certifications, vous voyez, dans un grand nombre de secteurs, vous avez des certifications de compétences. Donc, on crée des systèmes d'évaluation de compétences, on appelle ça de l'assessment en anglais, etc. Donc, c'est un domaine qui existe et que la France n'a pas créé les diplômes, ça existe. Alors maintenant, est-ce qu'on a voulu, je pense que les organismes de formation se sont engagés dans la certification de compétences, mais ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, le problème que ça pose, c'est que l'État a pour finalité de rendre l'offre de certification claire. Donc, ça veut dire limiter les certifications. Ça veut dire éviter les recoupements. Voilà. On ne va pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est parti au début, il y a plus de 10 ans, hein, à partir du CPF, on est parti sur l'idée qu'un organisme de formation devait avoir ses certifications. Et en fait, là, on voit bien qu'il y a des exigences sur l'habilitation et qu'on veut que le certificateur habilite les organismes de formation. Alors, pour ceux qui ne sont pas au fait de ces notions-là, en fait, je crée une entité où j'ai une entité, mon organisme de formation est certificateur de compétences, donc inscrit, il a des certifications qui sont inscrites sur le registre de France Compétences, et l'habilitation, c'est-à-dire que le fait que je sois certificateur ne veut pas dire que je dois faire c'est moi qui fais toutes les formations. Il faut que j'habilite des organismes, donc que j'ouvre ma certification. Et donc là, on a des stratégies qui sont plus ou moins satisfaisantes. Et en fait, en théorie, vous avez la certification de compétences, le certificateur d'un côté et les organismes de formation de l'autre.
Et le certificateur habilite des organismes de formation de manière à diffuser au mieux, en fonction des besoins qu'il prétend satisfaire, les besoins de certification. Et c'est là où, je dirais, aujourd'hui, il y a un débat, parce que pour l'organisme de formation, il a mis ses certifications pour s'en servir lui, et il ne comprend pas, c'est pas très clair pour lui qu'ils doivent habiliter des organismes. Donc c'est là où il y a débat. Le débat, moi, c'est est-ce qu'on va continuer à faire évoluer le système pour qu'on ait un métier de la certification de compétences, que ce soit bien identifié, avec des organismes de formation qui sont habilités, qui font les formations, et ces deux entités bien séparées. C'est ça que je vois, moi, aujourd'hui, qui est la chose la plus intéressante, puisque le métier de certificateur de compétences, c'est pas loin du métier de certificateur de qualité. Donc, je vois bien, nous, comme c'est séparé, vous voyez, les certificateurs et la réalisation du service. Et je vois, de mon point de vue, ça va évoluer vers une séparation de plus en plus nette entre l'organisme de formation et le certificateur. Alors François, tu as donné il y a quelques minutes des chiffres sur le contexte du marché en termes de certification Calliope. Alors, il y a un chiffre qui est légèrement en recul, c'est celui du nombre de NDA déclarés. Les chiffres que tu as donnés représentent plutôt la situation, il me semble, d'octobre. Et là, on a Oui, vu c'est ça, c'est que là, ton slide tu dois avoir un slide plus récent où il y en a plus de 150 000, parce que nous, nous, on a celui du 1er décembre, donc là, tu as du retard, Thomas. Tu as- tu as- Mais au 1er décembre, il y en a plus de 150, oui. Et donc là, vous avez 6%, donc je crois que j'ai dit 150 000. Voilà, c'était 150 000, donc vous voyez, ça continue à augmenter, et c'était au 1er décembre, parce que nous, on a les chiffres tous les mois, et le 45 000 certifiés, donc c'est sur l'année, c'est 6%, on est sur cette tendance. Et puis bon, après, vous avez les chiffres CPF que j'ai donnés tout à l'heure, qui, cela reste stable. Enfin, reste stable. On a. Non, ça n'est pas si stable que ça, puisqu'il y a plus de 7% d'un côté et plus de 30% en tout. Donc, il y a une très forte croissance en 2025 du nombre de certifiés. Alors, c'est sûr que quand on acquiert des entreprises, ça va plus vite. Bon, ça, on peut dire quelques mots sur ce qu'a fait Calliope. D'abord, Calliope, c'est un grand succès, puisqu'on n'a jamais vu autant d'entités se certifier en aussi peu de temps. Des signaux de la reconnaissance par l'État et partenaires sociaux du succès de ce dispositif, c'est qu'après 2 ans d'échanges, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, les partenaires sociaux ont décidé de faire un Calliope, d'étendre la certification Calliope aux établissements d'enseignement supérieur privés. Donc ça, on en parle plus tard, mais c'est un signal aussi de la force. Voilà. Et bon, après, on est dans une voie d'amélioration avec, d'une part, un projet de mettre en place une certification professionnelle pour les auditeurs, sur lequel je vais revenir, je suppose. Voilà. Et autrement, on a aujourd'hui 33 certificateurs. Donc, vous avez, on va dire, 3 groupes. Vous avez ICPF, qui est un groupe à lui tout seul, qui se caractérise par un investissement, une concentration sur la qualité de la formation et un investissement très important, puisque maintenant, après avoir développé Noé, on a investi 5 millions d'euros. Maintenant, on passe à l'acquisition de confrères, avec ActiveCert. Donc là, c'est des investissements énormes. Et donc, ICPF, ce qui nous caractérise, c'est l'investissement. On investit. Ensuite, vous avez un groupe, je dirais, dans lequel il y a des entités comme AFNOR, Bureau Veritas, qui sont des grandes entreprises. AFNOR, il y a 2500 personnes, Bureau Veritas, 77 000, dans des grandes entreprises, mais qui ne consacrent pas, qui n'investissent pas sur ce marché de Calliope comme nous le faisons. Ils ont moins de personnes, beaucoup moins de certifiés, et donc eux, ils ont d'autres domaine sur lequel ils investissent beaucoup parce qu'ils connaissent de la croissance. Le monde de la certification dans son ensemble est en croissance.
Et donc aujourd'hui, Calliope n'est plus, dans la mesure où elle a été, leur priorité. Et après, vous avez des entités à taille humaine, des entreprises dynamiques comme Active certes, c'est un des plus dynamiques, hein, mais vous avez d'autres entités que je ne citerai pas, voilà, dans lesquelles vous avez, ça va de la TPE avec 2 collaborateurs jusqu'à le plus important doit avoir 20-25 collaborateurs. Donc là, c'est des entités indépendantes qui, elles, je dirais, sont très réactives, mais se caractérisent par un investissement mesureux, parce qu'elles n'ont pas de moyens, beaucoup moins de moyens que nous. Et donc là, elles fournissent une qualité de service qui est variable, mais elles ont surtout une capacité à se concentrer sur un client à un instant T qui fait que par moment, on a l'impression que comment dire, c'est de qualité. Maintenant, cette qualité, elle est irrégulière parce que le marché Calliope, c'est une année très faible. Là, c'était 2025. Une année un peu moins faible, ce sera 2026. Et une année très forte avec un rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4 en termes d'activité. Imaginez que votre chiffre d'affaires, vous faites, je sais pas, 100 000 euros une année. L'année suivante, vous faites 150 000. Et l'année d'après, vous allez faire 450 000. Et après, ça recommence. Vous faites 100 000, 150 000, 450 000. Et c'est ça aujourd'hui le quotidien des certificateurs Calliope. Alors, on va rentrer davantage dans le sujet de l'évolution, des évolutions à venir. Donc François, tu as appris le sujet du plan qualité avec les évolutions, notamment auprès des établissements supérieurs, également aussi au travers des CFA. Donc, on a entendu parler d'une V10 du référentiel. Quelles seraient ces évolutions en termes d'attendus? Alors, ce qui est certain, c'est que les CFA sont dire, extrêmement scrutés, puisque on a un double phénomène. D'une part, des grandes entreprises qui constituent souvent par acquisition des ensembles d'écoles et de CFA, on prend par exemple le groupe Galileo, et qui captent donc des financements très importants et mobilisent d'ailleurs des ressources très importantes. Et le ministère du Travail et le président de la République sont investis pour qu'on arrive à 1 million d'apprentis et pour développer l'apprentissage. Lui donner une place que noble, place que l'apprentissage a en Allemagne, par exemple. Et donc là, il y a un grand mouvement qui est entamé et qui consomme beaucoup de ressources et qui concerne, voilà. Et pour faciliter ce moyen, on a voulu créer, on a facilité la création de CFA dits d'entreprise. Donc, on a une création de CFA importante, où là, c'est des entités à taille humaine, mais qui vont traiter des écosystèmes particuliers. Qui vont, donc, puisqu'en fait, quand vous avez un CFA, il faut avoir l'entreprise, les entreprises, un réseau d'entreprises qui vont embaucher vos apprentis et un système de recrutement. Vous avez des flux d'apprentis volontaires qui viennent vous voir pour pouvoir remplir vos classes. Donc là, aujourd'hui, on a voulu renforcer les contrôles sur cette, compte tenu des enjeux et compte tenu que un audit tous les 18 mois, un audit d'une journée puis une demi-journée, vu les moyens mis en œuvre, ça paraissait un peu léger. Alors on a voulu traiter un problème du désengagement du dirigeant qui n'était pas toujours là, donc à l'obliger à être présent lors de l'audit. Voilà. Ça, c'est une évolution attendue. C'est-à-dire que plus de possibilités pour le dirigeant de se faire représenter par un référent qualité qui peut être externe. Voilà. Donc là, on a voulu avoir sa présence obligatoire pour vérifier s'il est impliqué. Ne plus faire d'audit à distance sur les CFA. Voilà, parce que là aussi, ça, c'était le problème des CFA hors les murs, où on n'audite pas la capacité d'accueil physique du CFA. Et ensuite,
renforcer la transparence de l'information. Ça, c'est important aussi, hein. Taux de rupture de contrat, taux d'insertion. Aujourd'hui, on dit qu'un apprenti sur deux ne va pas au bout de sa formation. Donc, il y a encore beaucoup à faire sur l'engagement des apprentis. Et ensuite, renforcer la régulation des formations certifiantes, c'est-à-dire que là aussi, des problèmes d'ailleurs que nous, on a traités par moment, hein, c'est-à-dire que il y a un manque de clarté sur la nature exacte et la reconnaissance exacte du diplôme qui pouvait être obtenu à l'issue de l'apprentissage. Alors, je vais éviter d'activer mon micro, parce que je pense qu'on m'entend dans ton micro, François. On n'aura plus d'écho. Je m'entends d'ailleurs en retour, donc ça devrait le faire. On a une question de la part des plus de prénoms qui s'affiche sous mes yeux. La présence du dirigeant devient obligatoire uniquement pour les CFA ou toutes les catégories? Alors, sur la présence du dirigeant, c'est le problème. Le problème a été posé, et là, donc, on est face à une solution. Alors, pour cette solution, pour l'instant, dans le projet de solution, seuls les CFA sont concernés. Alors maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'en fait, un certain nombre de personnes s'émeuvent du fait que Calliope, c'est très facile à obtenir et que certaines entreprises font un commerce de l'obtention de Calliope. C'est-à-dire que vous avez un organisme de formation où il vous amène vous voulez vous investir dans la formation, ces sociétés vous font une prestation qui est parfois compréhensible, hein, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'ils vont être votre référent qualité à temps partagé. Donc ça, c'est la présence. Voilà. Bon, en clair, ils vous représentent. Alors, où est-ce que ça ne va pas? Ça ne va pas quand celui qui vous représente fait en sorte que vous ne soyez pas conscient, vous en tant qu'organisme de formation, des obligations que vous avez. Et donc, c'est là où une solution à ça, mais vous voyez, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué que la simple présence lors de l'audit du dirigeant. Il y a un problème aujourd'hui de personnes qui obtiennent Calliope sans en comprendre le pourquoi du comment et quelles sont leurs obligations. Alors, il faut savoir faire confiance au système. Donc, ces gens-là, après, ont des audits de surveillance à faire, des audits de renouvellement, mais c'est dans 18 mois. Donc, le gars monte son organisme, il va obtenir des financements, il lance une session de CFA, et puis au bout de 18 mois, il laisse tomber et il a perçu des financements. Et il demande le livre de surveillance. Ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à engager dès le début le dirigeant dans les exigences Calliope. Et ça, alors je trouve que moi, la solution, de mon point de vue, elle n'est pas terrible parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Je pense que il faudrait plutôt faire évoluer des indicateurs, des critères d'audit il faudrait auditer la capacité, la maîtrise du référent qualité, de celui qui est présent à l'audit. Est-ce qu'il a le pouvoir de changer les choses? Est-ce qu'il, comment dire, est-ce que c'est lui le patron? Est-ce qu'il a le pouvoir de changer les choses? Où est sa place dans l'organigramme? Donc là, vous voyez, on a un organigramme. Maintenant, il faudrait pouvoir mettre sous stress l'organigramme en disant, ben voilà, quelles sont les mesures que vous allez prendre et comment vous allez les prendre. Et c'est cette piste-là que j'explorais, même si elle me paraît sans doute un peu confuse, mais comme je fais ça depuis 40 ans, ce serait bien qu'on me demande mon avis de temps en temps. Mais enfin, par exemple, dans l'ISO 9000, on passe beaucoup de temps à auditer l'organigramme et à voir si le référent qualité a vraiment un pouvoir sur le système qualité. C'est audité dans le ISO 9000. Et ça peut être une non-conformité si en fait on a quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui ne comprend pas ce qu'il dit et ce qu'il fait. Là, sur Calliope, le problème, c'est que ce qui est audité, c'est la démonstration. Et donc, cette démonstration peut être portée par n'importe qui, en fait, parce qu'on n'audite pas la maîtrise de la démonstration. On audite la démonstration et encore plus les preuves. Donc, si vous arrivez avec un ensemble de documents et des preuves,
l'auditeur va se concentrer sur ses documents et ses preuves, va vous poser des questions, mais si vous ne maîtrisez rien, du moment que vous arrivez à lui donner des réponses, tu vas parfois obtenir de l'extérieur, le certificat sera délivré. Donc, on n'audite pas la maîtrise du professionnel qui présente le dossier. Alors, cela faisait partie des attentes des participants. Est-ce qu'on a une date de sortie de cette V10 du référentiel? Alors, je ne m'y risquerai pas parce que je pense que ça fait plus d'un an qu'on en parle. Je pense que tout ce qui concerne Calliope, comme moi je l'avais prévu, est mis en suspens compte tenu, je dirais, de ce nouveau processus législatif que nous connaissons qui donne des résultats, puisqu'on a un budget de la sécurité sociale et je crois qu'on va avoir un budget bientôt. Donc, alors, le point positif, c'est que quand on aura fini le budget, donc début 2026, et qu'on voudra faire passer ces ensembles de mesures relatives à Calliope, je pense que tout le monde va se remettre au travail parce qu'en fait, sur la formation professionnelle et à plus forte raison sur Calliope, c'est un rare domaine où il y a consensus de l'ensemble des partis politiques. Donc là, je pense que début 2026, le premier semestre 2026, c'est un bon pronostic pour la sortie de toutes ces évolutions qui sont annoncées depuis longtemps. En tout cas, on avait eu un aperçu des objectifs que se fixait le gouvernement dans le plan qualité contre la fraude. Donc, à voir si ces mesures seront suivies. Oui, alors ça devait être présenté, ces mesures devaient être mises en œuvre en septembre, changement de gouvernement, donc le nouveau changement d'issue du travail, changement de gouvernement. Donc là, le dossier est toujours là, ça on en est certain, et donc maintenant ils attendent une période favorable sur le plan législatif pour pouvoir faire passer ces mesures, qui ne sont pas des mesures révolutionnaires et qui ne sont que des ajustements des dispositifs en place. Alors, le point 3 de cette slide, c'est l'extension de la certification Calliope aux formations certifiantes. Dans le détail, François, de quoi s'agit-il exactement? Alors, l'extension de la certification Calliope, c'est de ça qu'on parle. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Alors, l'extension de la certification Calliope, donc ça devrait être fin du premier semestre 2026, même s'ils avaient annoncé que ça se fera en 2026, mais donc fin du premier semestre, donc là, il y aura des délais. Donc, en fait, ça va concerner les enseignements supérieurs privés. C'est des établissements qui fonctionnent sur fonds propres avec des fonds de scolarité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas financés par des OPCO. Et donc là, la nouveauté, c'est qu'en fait, on étend Calliope au financement privé. Ouais, c'est-à-dire que Calliope, à partir du moment où cette mesure va passer, Calliope sera un signe de qualité obligatoire, même si vous n'avez pas des financements privés, des financements publics. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que les financeurs des enseignements supérieurs privés sont soit les apprenants, soit les parents des apprenants, et que là, on a trouvé un système qui permet de protéger, de rassurer les parents. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que on va étendre Calliope à des financements privés. Alors, en prenant les actualités récentes, François, on a aussi eu une communication faite par les acteurs de la compétence récemment concernant la sous-traitance. Quelle était cette information? Alors, le point, la sous-traitance, c'est un vrai serpent de mer, parce que nous, je pense que ça fait 2 ans ça fait plus de, enfin, déjà, la mesure avait été annoncée, a mis 1 an à être votée, et là, comment dire, ça fait, c'est encore repoussé. Donc, on crée une situation qui n'est pas satisfaisante parce que, en fait, on voit bien qu'il y a
enfin, doit y avoir une forme de résistance. Personne n'arrive à faire cette déclaration correctement. Et ceux qui l'ont fait, pour certains, ou ceux qui sont mis en conformité, pour certains, il y a 1 an ou il y a 2 ans, doivent se dire à quoi bon ai-je fait tout ça. Bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va se faire. Donc là, on a donné un petit délai en plus. Bon, pour moi, il est clair que la plupart des organismes de formation qui sont investis ne, ne devraient, comment dire, mettre à niveau leur sous-traitance, et que ça, bon, nous, on est bien placés pour le savoir, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Mais là, donc, il y a un délai. Mais je pense que là, c'est le dernier délai, parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. Alors, on a des questions qui sont présentes dans le chat. Je vais en présenter une de Florence. On parle souvent de la fraude, mais est-ce qu'on connaît le pourcentage de fraudeurs par rapport au nombre d'OF et de CFA? Alors, ce qu'on connaît, c'est le nombre de contrôles. Donc, voilà. Après, on a des estimations de la fraude, mais comment dire, vous avez la fraude et la médiocrité. Donc, médiocrité, c'est-à-dire l'absence de qualité. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le problème, c'est le manque de qualité, le défaut de qualité. Et la fraude, en fait, là aussi, ce qui est certain, c'est que ça a énormément. Enfin, nous, on le constate, puisqu'on les voyait arriver, les fraudeurs. On a compris après que c'était des fraudeurs. Donc là, on a beaucoup moins. On n'a plus ces vagues d'organismes de formation avec des adresses email des adresses email qui se reconnaissent, pas, qui étaient un peu particulières. Tout était fait à la va-vite. Et donc, on avait un certain nombre de signes qui, après, nous ont permis de les trouver, ces entités, et de savoir que c'était des fraudeurs. Donc là, aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Voilà. On a plutôt une masse de professionnels qui vont créer leur organisation de formation, qui vont se mettre sur ce marché et qui vont prendre Calliope comme un cahier des charges, et donc vont commencer à mener des démarches sur ce marché. Et c'est ça aujourd'hui le risque, parce qu'est-ce que Calliope, ça suffit pour faire de la qualité? Est-ce qu'il ne faudrait pas un Calliope aujourd'hui plus exigeant pour les nouveaux entrants? C'est plutôt ça que je me demande aujourd'hui. Alors, on va reprendre le contenu de la présentation. Autre aspect de l'actualité, celui des bilans de compétences au travers des financements CPF. Quelles sont les dernières informations qu'on a pu récupérer, notamment avec la déclaration faite par le Sénat? Alors, premier point, en fait, le gouvernement, il a un objectif, c'est non pas de dépenser moins, mais en matière de formation, c'est de réguler l'augmentation des dépenses. Donc, à partir de là, on a tout regardé, et on est tombé sur, sont tombés sur le fait que le bilan de compétences n'est pas une formation certifiante et financée par le CPF. Et donc là, l'idée est venue de ne plus rendre le bilan de compétences accessible au financement CPF. Alors finalement, on est revenu sur ce plan-là. Voilà. Mais on a d'autres points d'économie, notamment le permis de conduire, où là aussi, en fait, c'est des natures de certification qui, en fait, le débat, il est assez clair. C'est-à-dire que on ne dit pas que le bilan de compétences, c'est très important ou c'est pas important. On dit que le bilan de compétences n'est pas une formation certifiante, donc ça ne devrait pas être financé par le CPF. On ne dit pas que le permis de conduire, ce n'est pas important,
mais certaines voix s'élèvent pour dire que c'est pas normal que le permis de conduire soit financé par le CPF. Donc là, il y a un débat auquel moi je ne prends pas parti. Hein. Je pense que l'esprit du CPF, et il y a 10 ans, 15 ans, quand j'en parlais avec les représentants des partenaires sociaux, c'est ce qu'ils me disaient. Ils étaient chagrinés par le fait que le permis de conduire, on l'ouvre au CPF. Donc, moi, je n'ai pas d'avis, hein, comme je vous le dis, mais je les comprends. Donc, je comprends tout le monde. C'est sûr que le problème du bilan de compétences, c'est que ça crée un effet d'aubaine. C'est simple et facile d'obtenir les financements. Et que là, aujourd'hui, plutôt que de supprimer du CPF, il faudrait augmenter le niveau d'exigence par rapport au bilan de compétences, de manière à ce qu'on soit sûr que ça apporte quelque chose. C'est ce type de débat qui serait constructif, qui devrait avoir lieu, et non pas un débat de défense d'avantages acquis sur un ton, je dirais, un peu catastrophique. Alors, on va maintenant passer Non, ce n'est pas simple et facile. Alors, quand on voit la croissance de certains, ça dépend comment on le fait, mais quand on voit la croissance de certains organismes de prestations de bilan de compétences, ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Mais bon, après, bon, je comprends votre point de vue, je partage. Hein, moi, je vois, on voit des milliers d'organismes, donc on voit des croissances. Oui, je viens de faire la démarche. Oui, mais ça, c'est parce que vous. Oui, oui, mais ok, oui. Non, mais c'est de votre point de vue qui arrivez sur ce marché, c'est pas simple et facile. Mais moi, je vois des centaines d'organismes de bilan de compétences et j'en vois qui aujourd'hui 160 prestataires qui connaissent des très fortes croissances. Alors peut-être que maintenant le référencement est plus compliqué, hein, mais et là c'est un point de vue. Ce que vous donnez, c'est un point de vue, Monsieur Le Breton. C'est un point de vue. Voilà. C'est dès que si vous écoutez la majorité des organismes de formation, toutes les formalités, toutes les démarches administratives sont extrêmement lourdes, insupportables. C'est pas possible de le faire. C'est ce type d'attitude qui, à mon avis, doit être revue. On ne peut pas dire des choses comme ça tout le temps. On ne peut pas en faire un mode de communication, de se mettre en scène comme ça. C'est très dur, c'est insupportable, on va mourir. C'est pas possible tout le temps, quoi. Voilà. Alors, on a terminé la présentation sur les sujets d'actualité. Face à ces différents changements, vous avez notre équipe d'assistants à la certification qui se tient disponible. Vous avez leur ligne téléphonique qui est affichée à l'écran, également la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un ou l'une d'entre eux. Au 01 82 83 56 40. Et je vous invite à les contacter dès maintenant pour les personnes qui auraient une démarche à effectuer aujourd'hui. Alors, on va maintenant se concentrer sur les questions. Hein. C'est l'essentiel de la présentation du jour. On a un stock de questions à traiter, notamment, alors je vais prendre celle qui s'affiche sous mes yeux. Question de Pierrine. J'ai un NDA, je suis certifié Calliope et j'entame les démarches pour EDOF, mais on me demande de payer pour un agrément pour former au titre RNCP. Je ne veux pas être certificateur. Or, la DRITS me dit qu'une convention avec un centre suffit. Pouvez-vous m'en dire plus sur le sujet? C'est pour accéder à quel type de financement? Là, on parle de EDOF, donc ça doit être des financements CPF. Oui, financement CPF. Là, dans ce que vous dites, en fait, il y a des formalités d'habilitation. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'un certificateur professionnel vous propose une habilitation payante. Donc c'est à vous, si vous en trouvez une autre, il faut que vous trouviez une habilitation. Donc, il faut se payer habilité. Alors là, la réponse de la DRETS, d'abord, moi, je n'aurais surtout pas interrogé la DRETS sur cette question-là. Donc là, je pense qu'il
faut, enfin, de mon point de vue, c'est un point particulier. Il faut vous faire conseiller par un expert qui va vous dire ce qu'il faut faire. Mais vous devez trouver un certificateur. Et là, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu vous dire par une simple convention. Mais encore une fois, la DRETS n'a pas pour mission de conseiller les organismes de formation dans la démarche visant à obtenir des fonds. Ouais. Là, je pense que c'est deux sujets différents. Votre objectif, c'est d'accéder au CPF. Donc, en effet, devenir certificateur, ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez être habilité par un certificateur. C'est même pas du tout la solution, en fait. Devenir Ouais. certificateur, là, pour le coup, c'est lourd. Et c'est que si au lieu d'acheter des pneus, vous décidez de les fabriquer vous-même, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens, sauf si vous avez une stratégie de certification visant à habiliter des organismes de formation pour faire vivre la certification. Alors, toujours sur le sujet de l'habilitation, alors je n'ai plus le nom sous les yeux, mais un participant demandait s'il existait une liste de certificateurs qui seraient à contacter en fonction des formations qu'ils proposent. Vous avez le répertoire des certifications sur France Compétences. Et donc là, vous choisissez la certification, vous trouvez le certificateur et vous le contactez. Le problème, c'est que certains, en fait, ne sont pas organisés pour habiliter, ou ne sont pas organisés du tout, ou ne sont pas bien organisés. Mais la démarche, c'est de voir quelles sont les formations que vous pourriez faire pour préparer à une certification donnée, de trouver cette certification et de demander s'il y a une possibilité d'habilitation ou pas. Quelles sont les modalités d'habilitation? Une dernière question sur ce sujet EDOF, CPF, une question posée par Anna. Quelles sont les nouveautés de la version 14 des CGU de EDOF? Alors ça, je n'en ai aucune idée parce que là, mon domaine de compétences ne va pas jusque-là, ne va pas jusqu'à ce détail-là. Pas d'informations non plus. Je vous invite à vous informer sur un autre site internet. Je pense qu'il doit y avoir des informations sur ce contenu-là. Une question opérationnelle de la part de Marcelin. Ma situation, certifiée depuis le 26 janvier 2025. Un audit de surveillance doit être réalisé avant le 26 novembre 2026. Y a-t-il un audit entre les deux? Et quelle est la préconisation pour cet audit d'octobre 2026? Donc la situation, c'est que vous avez un audit de surveillance de prévu, c'est ça? Audit de surveillance prévu, il doit être réalisé avant le 26 novembre 2026. Oui. Ça me laisse un peu de temps. Oui. Est-ce qu'il y a un autre audit avant? Oui. Non, puisque vous avez un audit tous les 18 mois. Donc, si vous êtes client ICPF, vous allez sur votre espace Noé et vous allez pouvoir faire une demande pour publier cet audit. Comme ça, vous serez tranquille si c'est le but de votre démarche. Mais non, vous n'avez pas d'autre audit que. Enfin, il y a la probabilité que vous ayez un autre audit, et c'est impossible puisque c'est un audit tous les 18 mois. Donc, mais là, normalement, sur votre espace Noé, vous avez toutes les informations. Alors, après, si vous n'êtes pas client ICPF, là, il suffit de contacter votre certificateur pour lui poser la question, lui dire voilà, j'ai cru comprendre que j'avais un audit à faire en novembre 2026. Est-ce que j'ai autre chose à faire avant? Et il y avait une dernière partie de la question que je n'ai pas comprise. Mais Ouais. Quelle est la préconisation pour cet audit? la préconisation. La préconisation, c'est de le planifier, parce que comme ça, c'est fait. Et ensuite, l'audit de surveillance, la préco, c'est qu'en fait, vous avez passé l'audit initial ou l'audit de renouvellement, l'audit précédent sur la base d'un dispositif. Donc, il s'agit de reprendre la description de ce dispositif et de démontrer que ce dispositif a fonctionné, il a été éventuellement amélioré, mais quand on va rebalayer de manière l'audit de surveillance est généralement plus court, donc on se contente de vérifier qu'il
ce qui a été mis en place fonctionne. Voilà, et on ne doit pas démontrer la conformité totale à l'indicateur. En théorie, en pratique, c'est plus tranquille parce qu'on montre le système qu'on a mis en place. Je lis la réponse de Olivier Pratt. Oui, voilà, okay, mais bon, c'est formidable que. Question de Benjamin. Avez-vous des informations sur les évolutions futures du marché de l'information, des dispositifs de financement étatiques, et est-ce qu'il y a un sujet sur la qualification des auditeurs sous-traitants, car ils ne sont toujours pas à haut niveau? Alors, il n'y a pas de sujet, en fait, il n'y a pas de sujet, de mon point de vue, bon, il y a une petite expérience de l'audit, il n'y a pas de sujet de la qualification de l'auditeur, tout au moins, il n'y a pas de sujet chez ICPF. Pourquoi? Parce que nous, nos auditeurs, on les qualifie, ils passent 2 mois en formation, et après, voilà. Par contre, il y a un sujet de la qualité de service délivré par l'auditeur. C'est-à-dire que quand vous avez un auditeur qui fait 180 audits, 160 audits dans l'année, sur 160 jours d'audit, il y a forcément un jour ou 2 jours où il ne va pas être au milieu de sa forme, où il va faire des erreurs, et là, vous allez avoir un problème, une fois dans l'année. Alors, chez les confrères, chez certains confrères, ils ont moins de clients, donc certains auditeurs, eux, vont avoir le problème, vont faire soit beaucoup d'audits, 180, 200, soit pas du tout, soit très peu d'audits. Donc en fait, là, on a le problème de l'auditeur qui fait peu d'audits et qu'en fait, qui ne maintient pas sa qualité de service, qui ne maintient pas son professionnalisme. Donc de temps en temps, l'auditeur tombe sur un point qu'il n'a pas et il se loupe. L'auditeur est fatigué parce qu'il est à son 181e jour d'audit, il se loupe. Donc ça génère des problèmes. Donc ça, c'est une question de management. C'est-à-dire, je manage les auditeurs, je manage et je dois prendre en compte leur état de fatigue, leur capacité d'intervention, et si j'ai un problème, je dois traiter. Bon. Ensuite, il y a une instance de régulation qui vérifie la qualification de l'auditeur et le management de ces auditeurs. Donc là, l'instance après, c'est le COFRAC. Donc le COFRAC régule. Et donc, les organismes de certification qui ne qualifient pas de manière correcte leurs auditeurs se prennent des écarts critiques, et se mettent en conformité ou perdent leur accréditation COFRAC. À partir de là, il y a l'idée de créer cette qualification qui a un certain sens, dans le sens où moi, ça m'arrangerait. S'il y a des qualifications, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que ça nous oblige à payer, mais nous, on paye déjà. Nous, on paye 2 mois. Ça ne va pas forcément améliorer la qualité parce qu'en fait, vous voyez, le problème que j'ai, moi, ça ne le règle pas. Que mon auditeur soit. Moi, j'ai un autre problème, c'est le coût de la qualification en tant qu'ICPF. Donc, moi, ça me règle un problème qui est le coût de la qualification parce que du coup, ça me permet de dire à tous ceux qui reçoivent des dizaines de CV par semaine, qui nous disent voilà, je veux devenir auditeur. Nous, on leur dit tenez, faites cette formation-là à l'extérieur, pas chez nous. Et donc après, ils revenaient avec leur formation. Donc nous, ça nous permet de répondre à une demande de beaucoup de personnes qui veulent faire des audits, et ça nous leur permet de les envoyer dans une voie où ils vont apprendre, ils vont voir si ça leur plaît ou pas, s'ils ont envie de le faire. Mais ça ne règle pas mon problème de qualité de service. Et je pense que chez mes confrères, ça ne le règle pas non plus. Donc là, je pense qu'on présente un dispositif qui traite certains problèmes, mais qui ne traite pas le problème de fond. C'est un problème de management de l'auditeur et aussi de
management de la posture de l'auditeur. C'est-à-dire si l'auditeur est agressif ou il est censeur, etc., ça va pas mal passer, mais peut-être que l'auditeur va le faire une fois, il ne va pas le faire tout le temps. Oui. Voilà. Donc, les principaux problèmes d'auditeurs qu'on a eu au démarrage de Calliope, c'était des problèmes avec des auditeurs ISO 9001 qui étaient qualifiés, qui avaient une qualification ICA ou IRCA. C'était les pires. Oui. Donc, là, aujourd'hui, qu'on fasse cette qualification, moi, ça va résoudre certains problèmes, mais je ne pense pas que ça va résoudre le problème de la qualité de l'audit, qui va se résoudre avec le temps, parce que les clients vont finir par connaître les différents organismes de certification, et ils vont aller vers ceux qui assurent, et vont se détourner de ceux qui n'assurent pas. Alors, question suivante. Question de Sophie. Alors, c'est la question qui a été le plus votée par les participants. Je pense qu'on y a répondu en partie. Il y a peut-être des compléments ajoutés par François. Quelles sont les nouveautés en matière de formation professionnelle et de Calliope? Peut-être des sujets qu'on n'a pas abordés. Alors, outre ce qu'on a abordé, Ouais. Si je résume, hein, il y a la certification professionnelle, où on voit que dans les échanges, hein, il y a un engouement, et donc la voie aujourd'hui, je pense que c'est de comprendre comment on se fait habiliter, et si l'habilitation n'est pas possible, de dire, voilà, est-ce qu'on crée une certification? Donc là, je pense que quand on crée une certification, aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il faut se lancer dans un marché où on va habiliter des organismes de formation. On ne fait pas une certification pour faire ces formations. Ça, c'est pas suffisant. Donc ça, c'est pour la certification professionnelle, où on voit bien que l'ensemble des acteurs n'ont pas encore bien compris le marché et ont bien compris comment ça allait fonctionner ou ça devait fonctionner. Ça, c'est ma vision. Ensuite, sur la partie comment dire, Calliope qualité, il y a ce fait, vous voyez que maintenant, on rentre dans une logique d'audit successif. Et la nouveauté, c'est comment moi je profite de cette dynamique, que je tire profit pour mon organisme, pour améliorer la qualité de mon organisme, de Calliope. C'est-à-dire que j'ai eu Calliope, j'ai les financements publics. Maintenant, comment je me sers de Calliope comme un outil pour améliorer ma qualité? Et comment je vais plus loin que Calliope pour me distinguer? Ça, c'est un problème que nous, on n'adressait pas avant, et c'est un problème qui vous concerne la plupart d'entre vous, parce que soit vous venez d'avoir Calliope et vous devez aller plus vite que les autres, soit vous avez Calliope, parfois pour certains, depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Et là, il faut aller plus loin parce que les autres arrivent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est Calliope. Après, notre sujet, c'est l'extension de Calliope au financement privé, qui est un signe fort, qu'il faut s'adapter. Et pour finir, je terminais le bilan de compétences, où c'est passé près. Et ça me permet de dire, voilà, le prestataire de bilan de compétences, attention à ce que votre business ne dépende pas que d'un seul financement. Et donc là, pour un certain nombre de prestataires de bilan de compétences, au moment de la réforme de 2018, 2019, 2018, le CPF est mis à mal parce que complètement réformé. Finalement, il trouve un nouvel élan à travers le financement CPF. Mais à un moment, le législateur, il arrive, il dit, ah tiens, c'est pas exactement ce que je voulais faire, et il veut changer. Et là, effectivement, il y a une tension. On a une
Une autre question de Sophie qui a été posée juste après. À quoi correspondent les passes Serenity et passes groupe proposés par ICPF? En fait, nous, on a le principe du pass. Donc, le pass, c'est que vous allez payer une somme fixe pour avoir la surveillance avec l'audit de surveillance et le renouvellement, tout est compris. Sauf les frais de déplacement pour l'audit de renouvellement et les options qui sont des frais variables que vous allez payer en plus. Alors, l'avantage, c'est qu'en fait, vous payez une somme fixe tous les ans, donc de l'ordre de 500 euros. Et donc, en fait, c'est 500 euros tous les ans et vous ne payez pas au bout de 18 mois 600, 750 euros d'audit de surveillance et au bout de 3 ans, 1200, 1300 euros d'audit de renouvellement. C'est un lissage. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage et l'avantage fondamental de ce pass. Ensuite, on a créé, de par la demande de nos clients, 2 passes. Un pass Serenity pour les oreilles de formation qui voulaient avoir un service plus premium, plus de services, un interlocuteur dédié, la possibilité de reporter les audits sans frais. Oui, donc vous fixez une date et puis vous voulez pouvoir changer. Ça, c'est dans le pass Serenity ou le pass groupe. Le fait d'avoir les frais de déplacement compris, parce que certains clients, au moment où vous planifiez vos audits de renouvellement, des frais de déplacement, je veux pas, ça m'ennuie, je recevrai une facture de 60 euros, je veux pas ça, je veux juste planifier mon audit. Et donc là, on a fait ce pass Serenity qui vous permet d'éviter ces petits tracas. Voilà. Alors, le pass groupe, ça s'adresse aux responsables qualité. C'est l'outil du responsable qualité quand il a plusieurs centres de formation avec des NDA, donc il va gérer plusieurs certifications Calliope avec des interlocuteurs dans chaque organisme. Et il y a une problématique il y a une double problématique. Il y a une problématique de planification des audits, de veille, et il y a une problématique de responsabilité. C'est-à-dire que dans ces groupes, qu'on connaît bien, on en a plusieurs, vous avez 50, 60, 70 NDA. À un moment, le référent qualité de l'organisme A dit au référent qualité du groupe, ah là, l'audit, ça ne me va pas, je ne serai pas dispo, mon président m'a convoqué, il faut le reporter. Et là, il y a 200 balles à facturer de report. Bon. Et ben là, il y a des il y a une facture qui est entre les deux, donc qui prend cette facture. Oui. Donc là, on a fait les avantages du pass Serenity, pass groupe, tout est compris. Donc, et surtout, aussi le référent qualité du groupe, il voit quand est-ce que le A, le B ou le C doit faire son audit. Donc, il assiste dans la planification ces différents référents qualité. Donc ça, c'est la possibilité de gérer plusieurs audits et de faire un rôle. C'est l'outil du référent qualité groupe. Voilà. Question posée par Estelle. Proposez-vous des services pour sensibiliser et former tous nos collaborateurs à la démarche Calliope afin qu'ils comprennent le référentiel et leur rôle au sein du processus qualité? Alors non, ce n'est pas notre mission. Par contre, on peut vous avez sur notre on peut vous envoyer, où elle est accessible sur notre site ou depuis votre compte Noé, la liste des OFA, des organismes de formation apparentés, et qui peuvent faire cette mission. Oui, en effet, la liste est accessible sur la plateforme Noé. Vous avez, quand vous connectez, un point d'interrogation en haut à droite. Et, le lien se trouve dans le programme de certification. Alors, une question assez large posée par Valia. Quelles sont les nouvelles dispositions ou obligations liées au système qualité? Ah oui, c'est très vague. Alors, il n'y a pas de nouvelles obligations. Alors, si on parle de système de management de la qualité, vous avez des principes. Aujourd'hui, c'est décrit par l'ISO 9001, vous avez des principes. Donc, vous en avez 7. Donc, le premier, c'est le focus client. Par exemple, je ne vais pas détailler les 7. Et après, vous devez décrire votre activité sous forme de
processus, faire une cartographie, vous pouvez décrire votre activité, vos activités. Donc, dans le domaine de la formation, ça ne va pas bouger. Hein. C'est toujours comment vous analysez le besoin, comment vous élaborez, vous concevez une formation, comment vous la réalisez, comment vous la suivez et comment vous la évaluez ou vous la faites évaluer. Et donc ça reste très stable depuis, avec des variantes. Hein, bon, Calliope, c'est une variante, mais on a, il n'y a pas d'évolution de ce système qualité. Alors, après, si on descend plus dans le détail, vous allez avoir bientôt une nouvelle version de l'ISO 21001, par exemple. Donc là, on adapte. Voilà. Mais bon, ça, on reste sur un système qualité où il y a avec des principes et des processus. Toujours sur le sujet des auditeurs, Benjamin soumet une idée. Est-il envisageable de faire en sorte que les certificateurs n'aient plus le droit de faire intervenir des auditeurs sous-traitants et uniquement des salariés? Alors, ce serait une révolution, parce que ça mettrait, enfin moi ça m'arrangerait, parce que ça mettrait par terre pas tous mes concurrents, pas mes concurrents, mais mes confrères. Donc, oui, ça serait. Voilà. Alors après, le problème, c'est que vous avez certaines zones géographiques, certaines périodes où vous n'avez. Nous, par exemple, on n'a pas suffisamment d'auditeurs salariés, où il n'y a pas suffisamment de travail dans la région concernée pour qu'on ait un auditeur à demeure. Par exemple, vous prenez par exemple Saint-Afrique, c'est à 2h30 en voiture de Montpellier. Là, vous avez un centre de formation. Et 2h30, je crois que c'est l'auditeur qui habite à 2 heures, qui habite au nord de Montpellier, qui y va. Et donc là, oui, si on avait un sous-traitant qui habitait à Centrafrique, on lui donnerait, parce que ça éviterait des 4 heures de déplacement. Donc en fait, la nature de la prestation fait qu'on a un besoin de sous-traitance. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est qu'en fait, compte tenu de Calliope, des spécificités et du volume et de l'expertise que ça demande, je me demande dans quelle mesure le fait de faire ça par un sous-traitant, c'est soit pérenne. Voilà, il faut introduire une dose comment dire, de salariat pour avoir vraiment des experts. Enfin, nous, c'est le choix qu'on a fait. Un plafond de sous-traitance aussi pour l'exercice de l'audit. Alors, on a une question de Isabelle. Lorsqu'on évoque les sujets d'évolution au travers du CFA, les UFA sont-ils aussi concernés par ce qu'on entend en ce moment? Les UFA. UFA? Oui, UFA. C'est les unités de formation d'apprentis. Ça c'est. Ça dépasse mes compétences. J'ai su ce que c'était, mais je ne vois plus là ce que c'est. Mais je crois que c'est dans l'université, non? C'est les. Mais je ne sais pas. On va prendre une dernière question. Ça va bientôt être 15h30. Une question posée par Tatiana. Quand nous travaillons avec un formateur en sous-traitance, sommes-nous obligés d'utiliser le NDA de notre sous-traitant ou pouvons-nous utiliser le nôtre? Quand nous travaillons avec un formateur en sous-traitance, sommes-nous obligés d'utiliser le NDA du sous-traitant ou pouvons-nous utiliser le nôtre? Pour faire quoi? Je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que en fait, si vous faites, soit vous êtes commanditaire, vous avez un sous-traitant,
Donc, vous, ce que vous devez utiliser votre NDA pour facturer. Et en fait, vous devez avoir vous devez vérifier que votre sous-traitant a un NDA. Et je ne vois pas ce qu'il est entendu par devons-nous utiliser le. En aucun cas, vous devez utiliser le NDA de votre sous-traitant. Vous devez vérifier qu'il en a un et que ce NDA est valide. C'était l'une des dernières questions. Il en reste quelques-unes, mais on arrive à la fin du webinaire. Il est 15h30. Je remercie l'ensemble des participants d'avoir été présents jusqu'à la fin. Merci pour les interactions, pour les préoccupations, les attentes remontées sur lesquelles on a pu vous apporter des réponses. J'espère que le résultat a été atteint pour vous, d'augmenter votre compréhension sur les enjeux du secteur. On est sur le dernier webinaire de l'année 2025. C'était un plaisir de pouvoir vous assister toute cette année sur l'ensemble des thématiques du secteur de la formation. Et j'espère vous retrouver nombreux pour l'année 2026. Je vous formule des vœux pour continuer à vous accompagner, vous assister dans vos démarches. Et je passe la parole à François avant de conclure. Je vous remercie, c'était très intéressant, c'est challengeant, parce que je n'ai pas su répondre à toutes les questions. J'ai donné mon point de vue. C'était intéressant très intéressant de le confronter avec le vôtre, parce que vous êtes dans des situations qui sont opérationnelles, vous devez avancer, comme moi, sur le business de l'ICPF. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance dans vos démarches et je vous dis à bientôt pour un nouveau actualité de la formation. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.